Villefoy et je vais essayer de planter le décor de cette table ronde. Donc moi je m'appelle Jean-Baptiste Perrin, je dirige nos activités à impact chez Capgemini Invent et à l'autre bout de cette table ronde assez ovale, vous avez Nicolas qui dirige Purpose en France. Purpose, c'est une agence d'impact social qui conseille les entreprises, les institutions internationales, les fondations sur leur engagement sociétal. Et on a donc une table ronde qui s'intitule « Les assureurs non-profit sont-ils responsables par nature ?» On vous a choisi, messieurs, une question passionnante qui guide certaines de vos actions au quotidien et qui donne à repenser aussi le rôle sociétal clé des assureurs. On a eu pas mal d'exemples lors des 5 premières interventions de ce matin qui démontrent le lien entre performance et engagement RSE avec un certain nombre d'actions concrètes. C'est une question qui nous semblait devoir vous être adressée parce qu'elle vous permet de valoriser votre raison d'être, les engagements depuis la loi Pacte, et aussi de répondre à certaines des contradictions de vos métiers, certains des paradoxes, métiers qui a parfois été chahutés par les fantasmes citoyens de l'utilisation de la data prédictive à finalité commerciale, je pense aux assureurs individuels, dans un monde ultra connecté. Donc grâce à vos réponses conjuguées, il nous semble pouvoir créer un espace synthétique de ces défis conjoints pour avancer dans le même sens. Et pour terminer de poser le décor, je voudrais demander à Nicolas, tout au bout de cette table ronde, qui est un expert de l'engagement, de nous rappeler quelques chiffres pour poser les enjeux de cet engagement sociétal. Merci Jean-Baptiste et merci à nos 3 intervenants de venir partager leur expérience. Donc, petit bulletin météo, si vous me permettez la formulation, bulletin météo sur la situation de l'engagement et la responsabilité des entreprises aujourd'hui, en 2022. Donc, je pense qu'on l'a bien entendu et on peut le résumer ainsi. La période n'est plus, alors pour le coup, tout secteur confondu, n'est plus tellement à se poser la question du pourquoi m'engager en tant qu'entreprise et organisation, mais plutôt du comment. Comment m'engager sur les sujets sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc en France, c'est assez en lien finalement avec l'évolution même de la société et des attentes des employés, des clients, des consommateurs, puisque par exemple 77% des citoyens français considèrent qu'une entreprise doit s'engager sur les sujets sociaux et environnementaux. Côté salarié, c'est 73% des salariés qui estiment que leur entreprise doit faire davantage, tout secteur confondu encore une fois, pour s'engager sur ces sujets-là. Et on l'a abordé rapidement tout à l'heure, on connaît aussi les effets positifs de l'engagement des salariés, qui est une meilleure rétention, une meilleure attractivité, et également, in fine, une meilleure productivité économique. Donc c'est un peu l'enjeu, quel est le lien entre la productivité économique et l'engagement social et environnemental. Et le dernier niveau est celui des consommateurs, qui a été abordé notamment par Emery juste avant. Les consommateurs sont aujourd'hui en France 65% à choisir ou à boycotter un service ou un produit en fonction de ses prises de position sur ces sujets socio-environnementaux. Et ces chiffres sont de plus en plus croissants quand on parle évidemment des millennials qui ont été abordés ce matin lors d'une autre intervention. Et c'est vrai que ce sujet finalement, et c'est là toute la question, donc ravi de savoir et d'écouter aussi vos interventions. Toute la question, est-ce que dans le secteur de l'assurance, qui de facto suit l'évolution de l'individu tout au long de sa vie, tout au long de ses projets de vie, a évidemment une évidence un peu plus forte, une proximité claire avec les citoyens sur ces sujets-là. Et pour autant, en France, la génération Z, dernier petit chiffre avant d'écouter vos témoignages, est encore plus exigeante en la matière, puisque 50% des Français génération Z estiment que les assureurs pourraient améliorer leurs pratiques en termes éthiques et éco-responsables par rapport au reste du monde, dont le chiffre est de 30%. Donc on voit qu'en plus en France, d'autant plus exigeant et attentif. Dans le sujet et d'actualité, de préparer ce futur dès aujourd'hui pour finalement saisir cette opportunité d'être en phase, voire à l'avant-garde des mutations de la société. Et comme le disait encore tout à l'heure Aymeric, juste avant Jacquia, finalement l'entreprise est le meilleur levier pour aller
avoir un impact fort et suivre, changer et faire évoluer la société. Merci Nicolas. Alors voilà, le décor est planté. On a très envie de vous entendre et de lancer ce regard croisé avec une première question. Au-delà du caractère non-profit ou non lucratif de certains assureurs et de leur raison d'être initiale, quels engagements, quelles actions concrètes souhaitez-vous proposer pour participer à cette transformation sociétale majeure? Et je vous propose qu'on démarre avec Eric sur les protections sociales durables. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Effectivement, à l'aune de ce contexte, de ce constat, du bulletin météo qui vient de nous être fait, c'est finalement pourquoi se questionner, pourquoi la mutualité française. On s'est engagé autour de cette réflexion sur les protections sociales durables. Pourquoi rendre durables les protections sociales? Pourquoi et puis comment? Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un enjeu. Et on le voit avec le chiffre qui vient d'être rappelé, quand 50% des assurés sociaux attendent de nous que l'on fasse davantage, ça montre déjà que tout ce que l'on fait, on ne le fait peut-être pas encore suffisamment savoir. Et puis, il y a une vraie problématique qui se pose à nous, c'est qu'il y a un certain nombre de transformations, ça a été abordé ce matin, transition écologique, la transition démographique, la transition numérique, qui impacte notre société, qui impacte pour nous, par rapport à nos périmètres d'action sur les couvertures santé, prévoyance, épargne retraite, dépendance, nos activités, plus particulièrement en tant qu'assureur, mais aussi en tant que gestionnaire d'établissement de services de soins d'accompagnement mutualiste, en tant que préventeur. Et toutes ces transitions, elles ont des impacts économiques, sociaux, humains, démocratiques. Et tous ces éléments-là, il faut qu'on puisse les prendre en compte pour permettre aux gens de finalement retrouver de la capacité d'agir, être en capacité d'être acteurs de leur vie. Parce que finalement, c'est quand même pour ça qu'on a été créé à l'origine, les mutuelles, c'est permettre à chacun de garantir sa capacité individuelle collective de s'émanciper, de s'extraire de l'aléa. Et finalement, par l'accompagnement de ces transitions, c'est renouer avec nos fondamentaux, avec cette aspiration originelle émancipatrice et répondre à la quête de sens qui est exprimée par la génération du millénium, par la génération Z dont vous parliez à l'instant. Mais plus largement, c'est une aspiration qui transcende toutes les couches de la société, on le voit de plus en plus. La transition écologique, elle a des impacts. Les impacts de l'environnement sur notre santé, du fait des polluants, du fait des perturbateurs endocriniens, des pesticides, etc. Tout ça n'est plus à démontrer, on le voit de plus en plus, l'explosion des pathologies chroniques, des affections de longue durée, leur impact sur les comptes sociaux, particulièrement sur la branche assurance maladie, mais également sur les dépenses des complémentaires santé. Tout ça, il faut qu'on le prenne en compte si on ne veut pas continuer de voir s'additionner des dépenses aux dépenses, et avoir à un moment donné une problématique de soutenabilité même du système de protection sociale, à la fois sur la sécurité sociale, quelles que soient les branches, mais aussi pour nous complémentaires. Y compris avec un contexte où, on le voit dans le PLFSS 2023 à venir, une volonté de rééquilibrage entre l'AMO et l'AMC, donc ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'on retrouve une utilité aux complémentaires, ce qu'on nous contestait il y a un an. Donc il y a un changement d'univers et d'environnement, ça c'est plutôt positif, mais ce qui aussi renvoie à une problématique d'équation économique. Une transition démographique du fait du vieillissement, qui a des impacts là aussi extrêmement importants, à la fois du fait du vieillissement de l'ensemble des sujets, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi de maintenir un lien intergénérationnel, d'éviter qu'à un moment donné, il y ait un conflit intergénérationnel. Donc ça veut dire qu'à la fois, tout en ayant une attention à destination des aînés, de prévenir l'avancée en âge, pas l'avancée en âge, on ne peut pas prévenir, mais de prévenir la perte d'autonomie, de repérer les vulnérabilités précoces, d'aider les aidants, de solvabiliser la dépendance, on doit en même temps aussi avoir une attention à destination des jeunes. Donc là aussi, on a un sujet. Et puis bien évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de la transition numérique, qui peut être, si on le prend mal, un élément de segmentation, d'individualisation, ce qui sera absolument mortifère pour nos modèles, ou au contraire, un moyen de redonner de la capacité à la responsabilité individuelle collective
à finalement retrouver la capacité d'une bonne articulation entre la solidarité et la responsabilité, éviter les régulations comptables qu'on a connues ces 30 dernières années, qui finalement pénalisent tout le monde, alors que la lutte contre les fraudes, la lutte contre des comportements déviants, c'est quelques pourcents de la population. Et aujourd'hui, par le numérique, on peut avoir accès à cela. Et comment on s'organise, comment on accepte finalement, dans l'articulation entre intérêt collectif et intérêt individuel, de trouver le bon ajustement des curseurs. Comment on utilise le numérique au service de l'humain pour orienter vers le bon soin au moment, éviter des pertes de chance. C'est tous ces sujets-là qui sont devant nous. Si on veut faire du numérique un levier puissant de prévention, de réduction des inégalités, ça suppose aussi d'accepter d'utiliser de la data, de la donnée, ce qui aujourd'hui est freiné par un contexte réglementaire qui s'impose à nous, à la fois national et européen, mais surtout à une surinterprétation de ce contexte réglementaire, puisque d'autres pays européens font beaucoup mieux que nous en termes de prédictifs et sont capables, du coup, d'éviter de la dépense, donc ce qui permet aussi de rendre durable le système de protection sociale. Parce que, d'une certaine façon, on est des assureurs paradoxaux, les mutualistes. Nous, on ne se réjouit pas de l'augmentation du marché à assurer. On essaye en permanence de rechercher l'efficience de l'euro mutualisé par l'adhérent, à la fois par la redistribution prestataire, mais qui crée de la valeur aussi par l'ensemble des services, des accompagnements que l'on peut mettre en place, que ce soit par la relation adhérent, que ce soit par les réseaux conventionnés, par le tiers payant, par les établissements, les services de soins d'accompagnement mutualiste, tout ce que l'on peut faire, par la prévention, par l'action sociale, etc. Mais on est très soucieux de ne pas augmenter les cotisations plus que nécessaire, pour une raison simple, c'est que nos gouvernances étant démocratiques, étant donné que c'est des adhérents qui prennent les décisions, ils sont aussi très attentifs à cela. Et donc, en permanence, on va plutôt essayer de rationaliser la dépense, de rechercher une forme de frugalité, finalement, dans nos activités d'assurance santé. Et donc, tout ce que l'on peut faire, et y compris l'utilisation du numérique, pour trouver les leviers, les moyens pour éviter de la dépense future, par la prévention, sera absolument indispensable. Donc dans le comment on rend durable les protections sociales, il y a aussi cet enjeu-là. Pour nous, c'est à un moment donné faire en sorte que le système de protection sociale, à la fois dans son socle socialisé, parce que c'est, je dirais, le fondement républicain dans notre modèle en France, mais aussi dans les couvertures mutualisées, reste toujours soutenable. Et au-delà de ça, bien évidemment, on a d'autres leviers en tant qu'entreprise, par la gestion d'actifs, autant sur nos couvertures santé que prévoyance ou retraite dépendance pour les risques longs. On a une capacité à peser, à orienter de l'investissement socialement responsable par les investissements que nous réalisons au travers des établissements, des services de soins d'accompagnement mutualiste, plus de 2800 à travers tout le territoire. On contribue au commun de la société. C'est aussi une autre manière de traduire cette aspiration à l'intérêt général, à répondre à la raison d'être du mouvement mutualiste, se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain, autour de 3 engagements majeurs, c'est-à-dire la capacité à développer des réponses à l'échelle des territoires pour des protections sociales durables, pour un progrès partagé, un mode d'entreprendre participatif, démocratique et solidaire pour l'intérêt collectif, et miser sur l'innovation sociale, humaine, pour ces protections sociales durables et pour la pleine santé. C'est autour de ça que l'on construit notre action, notre mobilisation, et qu'on essaye aussi d'avoir à la fois une contribution à l'intérêt général, mais aussi un élément de différenciation. Mais par rapport à ce que vous disiez, ça montre aussi qu'on a des marges de progression, à la fois pour faire plus et davantage, mais aussi pour faire mieux connaître ce que font déjà les mutuelles santé, sur le champ de la santé, sur le champ de la prévoyance, de la retraite, de la dépendance. Et on pourra faire mieux et davantage
si on obtient aussi la levée d'un certain nombre de freins économiques, prudentiels, réglementaires ou fiscaux qui aujourd'hui brident la capacité des acteurs mutualistes. Sur le champ de la prévention, par exemple, où c'est absolument essentiel si on veut éviter des dépenses futures. Je parlais tout à l'heure des dépenses liées aux risques environnementaux. Rien n'est inéluctable. Hein. Plus de 2,5 fois plus de personnes en ALD depuis 20 ans, si on veut éviter une augmentation exponentielle d'ici à 2040. Selon France Stratégie, c'est plus de 100 milliards de dépenses supplémentaires si tout reste en l'état, si on fait rien, si on ne prend pas ce virage préventif. Aujourd'hui, quand nous agissons sur le champ de la prévention, on a un frein sur l'utilisation des données, on a un frein par rapport à la dimension fiscale, puisqu'on est doublement taxé, à la fois taxe additionnelle sur l'assurance, mais aussi par la TVA, qu'on ne récupère pas. Donc du coup, on est taxé à 35%, ce qui est une vraie difficulté et je dirais une désincitation à cela. Donc on a un certain nombre d'éléments sur lesquels il nous faut absolument travailler, convaincre les pouvoirs publics, mais aussi bien évidemment convaincre nos adhérents de la nécessité de changer ce cadre réglementaire dans leur intérêt et aussi dans l'intérêt de la société. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Je vais me tourner vers Franck, qui représente une autre famille des assureurs. Je voulais savoir, Franck, si vous partagiez les mêmes constats. Est-ce que vous apprenez des assureurs que vous représentez pour pouvoir participer à cette transformation sociétale? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et encore une fois, ravi d'intervenir avec Eric et Jamel. Le thème de cette table ronde est finalement au centre des préoccupations des Français. Préoccupations face à l'incertitude et face aux transformations et aux transitions qui s'imposent à notre société. Parfois, dans ces moments de transformation, de transition, on attend beaucoup des acteurs économiques. Et on attend beaucoup des assureurs pour qu'ils aient un comportement responsable. C'est vrai face aux incertitudes du futur, grande transformation qu'Éric a notamment évoquée. C'est parfois, si vous me permettez cette digression, c'est parfois même aussi vrai par rapport au court terme. Et face à l'inflation, vous voyez bien qu'on attend aussi beaucoup des assureurs pour limiter l'impact de l'inflation en faveur de tous les Français. Ouais, donc on attend beaucoup des assureurs. Si je reviens sur ces grands défis d'aujourd'hui et de demain, et notamment parmi les transitions, peut-être insister sur l'une de ces transitions ou transformations, je ne sais pas ce qu'il faut dire, sociétales, c'est celle face au réchauffement climatique. Ça me paraît important, et ce qui me permettra d'avoir une vision plus large et plus œcuménique, puisque en fait je vois que dans le titre de la table ronde on parle des acteurs non-profit, mais bon, finalement on attend des non-profit et puis des autres aussi, hein, qu'ils soient mutualistes, qu'ils soient sociétés d'assurance mutuelle ou qu'ils soient sociétés anonymes. Finalement on attend aussi un comportement responsable. Le réchauffement climatique, en fait, il s'impose à tous les Français, mais j'allais dire, ça fait longtemps que les assureurs le voient. Ils sont aux premières loges. En réparant le réel, le monde du réel, c'est-à-dire en indemnisant les sinistres, les assureurs voient bien que depuis des années et des années, le réchauffement climatique impacte notre société. Juste 3 chiffres pour en convenir, c'est que dans les années 80, le coût annuel moyen des événements climatiques s'élevait à 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, coût annuel moyen des événements climatiques. À la fin des années 90, début au virage de l'année 2000, eh bien, ce chiffre de 1 milliard d'euros était devenu 2 milliards d'euros. Sur les 5 dernières années, le coût annuel moyen lié aux événements climatiques, hein, donc tout ce qui est sécheresse, inondation, tempête, en moyenne, c'était 3,5. 3,5 milliards d'euros sur l'année, en coût annuel moyen. Depuis le début de l'année, le coût des événements climatiques s'élève
à 5,2 milliards, hors sécheresse. Donc vous pouvez rajouter déjà autour de 2 milliards à ce chiffre. Et l'année n'est pas finie. Bon. Donc on voit bien ce qu'est l'impact de ce réchauffement climatique. C'est un impact qui est un impact, 2022 n'est pas une année qui fait exception, hein. On a fait quelques calculs prospectifs à horizon 2050, et en fait les résultats de ces études montrent un doublement sur les 30 prochaines années par rapport aux 30 précédentes, un doublement du coût des sinistres climatiques. En fait, c'est toute la société, hein, qui est concernée par cela. Et les assureurs, évidemment, ont leur part à jouer. Mais j'allais dire, ils ont une part aussi pour agir, pas simplement au moment de l'indemnisation, mais peut-être aussi en tant qu'investisseurs. C'est la raison pour laquelle, et je rejoins le côté responsable, c'est-à-dire les actions qui sont menées par les assureurs pour avoir, ou en tout cas démontrer de leur comportement responsable, la fédération que je représente a décidé, il y a maintenant quelque temps, c'est d'adhérer à des initiatives sous l'égide de l'ONU. Je pense notamment à celle qui s'intitule le Net Zero Asset Owner Alliance, et donc qui regroupe des investisseurs, une quarantaine d'investisseurs qui ont cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et c'est une façon pour la fédération d'encourager ses membres, donc les assureurs, à des pratiques qui sont des pratiques vertueuses en termes de neutralité carbone, en tout cas en termes de politique d'investissement. On est aussi membre, on a décidé d'adhérer au principe pour l'investissement responsable qui, là aussi, regroupe des investisseurs et dont l'objectif est d'intégrer des critères ESG dans leur politique d'investissement. Là aussi, c'est pour nous une façon d'encourager nos membres. Et nos membres, en fait, jouent un rôle très important dans le financement de ces transitions, hein. Un chiffre là aussi pour situer le débat, les assureurs gèrent 2700, enfin un peu plus, 2700 milliards d'euros d'actifs. Et donc évidemment, de ce fait, en tant qu'investisseur institutionnel, il s'agit là d'un énorme levier pour financer des transitions. Et les transitions, les assureurs les financent, en tout cas les initient. En 2017, un engagement de place avait été pris pour sortir de l'économie, enfin de sortir de leurs actifs, tout ce qui était lié au charbon. Et cet effort a payé, hein, puisqu'il y a eu une diminution là, de 3 milliards d'euros d'actifs investis sur le charbon. Et aujourd'hui, enfin, les chiffres de l'année dernière que j'ai en tête, l'économie du charbon représente moins de 0,6% des actifs détenus par les assureurs. Donc on voit bien que ça a radicalement diminué et donc l'initiative responsable a été bien, l'engagement a été respecté. Tous les investissements qui sont labellisés verts, solidaires ou responsables sont également en croissance assez forte. L'année dernière, en 2021, ces investissements ont cru de 31% dans les portefeuilles des assureurs. Plus 31% d'actifs, soit verts, soit responsables, soit solidaires. Donc on est vraiment sur une tendance importante et les 3/4 des actifs aujourd'hui détenus par les assureurs sont couverts par une analyse climat, hein, c'est-à-dire une analyse qui permet de voir quel est l'impact, sur la base de critères, quel est l'impact des actifs détenus sur le climat. Donc c'est un mouvement de fond, et d'ailleurs très récemment, c'était à la fin de l'année dernière, un nouvel engagement a été pris pour définir des calendriers de sortie du financement des entreprises qui auraient toujours des projets d'expansion concernant les énergies fossiles non conventionnelles, hein, tout ce qui est gaz de schiste, pétrole, enfin les sables bitumineux et autres. Voilà. Donc c'est vraiment un mouvement de fond qui est initié par l'ensemble, je le dis bien, l'ensemble des assureurs. Mais évidemment, lutter contre le réchauffement climatique, ou en tout cas contre ses effets, ça passe par d'autres types d'actions, pas simplement en finançant la transition écologique, ce qui est le cas, mais également en ayant des comportements, Pascal Demurger le mentionnait tout à l'heure, l'utilisation ou la promotion de la pièce de réemploi, c'est-à-dire de l'économie circulaire, c'est aussi un levier important
pour faire face aux conséquences de ce réchauffement climatique. Vous me direz, pas que contre le réchauffement climatique, aussi parfois contre la pénurie ou l'inflation. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et autre exemple d'initiative qui me semble là aussi de bon sens et largement portée par les assureurs, c'est évidemment celle de la prévention. Prévention, Eric en parlait tout à l'heure sur le thème de la santé, mais on peut aussi, dans le cadre du réchauffement climatique et des événements climatiques, parler des actions des assureurs en matière de prévention pour diminuer l'impact des sinistres et aussi, je le dis, je le rappelle, sauver des vies. Parce que le fait de ne pas avoir les bons gestes réflexes lorsque l'inondation survient, par exemple, eh bien, chaque année, ça conduit à constater malheureusement des décès. Donc voilà, donc c'est un travail en profondeur et un travail important qui montre que les actions menées par les assureurs en faveur de la société sont la preuve de leur responsabilité. Merci beaucoup Franck. J'en arrive à Jamel, le plus connecté d'entre vous, qui était en live sur LinkedIn à promouvoir cette table ronde, et je l'en remercie. Jamel, est-ce que vous partagez vous aussi ces constats, et qu'est-ce que cela donne à penser de l'engagement de façon générale des assureurs? Alors je vais commencer par remercier Capgemini Invent de l'organisation de ce type d'événement, tout particulièrement Anne-Marie et Nelly, qui nous permet de partager dans un cadre, je veux dire comme ça, détendu auprès de professionnels, nos convictions, pas tant pour vous asséner nos vérités, mais plutôt pour apporter des décryptages de comment est-ce que l'on aborde tel ou tel sujet. Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire un petit détour et partager avec vous ma première conviction, c'est que le sujet de la protection sociale est un sujet, et celui de la responsabilité et de la place des assureurs, toutes familles confondues, est un sujet éminemment politique. Quand on interpelle un député sur le marché, un samedi matin ou un dimanche, selon sa circonscription, et qu'on lui dit ma mutuelle va encore augmenter, je vise personne, Eric, quand je dis ma mutuelle, c'est le terme. Bon, il y en a qui me disent ma mutuelle, c'est grâce à voix, donc ça tire large. Et on lui dit alors les tarifs de ma mutuelle. Le député il répond rarement, vous savez, c'est un marché compétitif, on a même fait la résiliation infra-annuelle pour qu'il soit encore plus compétitif, donc vous êtes dans une relation commerciale, adressez-vous à votre DRH si c'est des collectifs et à votre mutuelle si c'est de l'individuel. Il dit pas ça, hein. Il dit je monte à Paris lundi, je m'en occupe. Donc il y a ce message qui est passé par les politiques que la protection sociale, y compris la partie complémentaire privée, est sous pilotage politique. Alors c'est pas complètement faux. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans la construction de l'Union européenne, dans la construction de l'euro, nous avons délégué au niveau supranational européen un certain nombre de prérogatives essentielles qui étaient avant nationales. Alors qu'est-ce qu'il reste comme champ de légitimité de nos pouvoirs politiques? Il reste évidemment le régalien, il reste l'éducation, la culture, un certain nombre de sujets, et la protection sociale. Et quand vous regardez les masses que représente la protection sociale dans son ensemble, et que vous rapportez ça au budget de l'État, vous vous rendez compte de la place que ça prend. Alors ce n'est pas forcément dans le budget de l'État. La retraite n'est pas dans le budget de l'État, c'est 300 milliards d'euros servis tous les ans. La santé, CSBM, c'est 225, 6, 7, j'arrive plus à compter, milliards d'euros tous les ans. Donc rien que ces deux morceaux, vous ajoutez le Pôle emploi sur le chômage, on tangente, voire on dépasse les 600 milliards d'euros. Et donc, pour les pouvoirs politiques, ben ce sujet, il est celui sur lequel ils ne nous délègueront que tout petit peu de pouvoir. Dit autrement, on est dans leur jardin. Alors, quand on est dans leur jardin, alors forcément, ils s'intéressent à nous et ils nous regardent comme un complément supplétif, je ne sais pas très bien comment le dire. Alors, notre système de protection sociale, si je suis un peu provocateur, je veux dire qu'il est à bout. À bout, pas tabou, T-A-B-O-U, hein. Il est à bout en deux mots. On a eu un pilotage comptable pendant des années, l'ONDAM pour la santé,
et puis les autres dispositifs pour les autres grands pans. Et puis est arrivé le Covid. Puis là, on a eu un phénomène d'accélération, mais comme on n'avait jamais vu. Alors combien va coûter le Covid au total? On le verra dans la dette de la France, hein. C'est assez facile. Dans 2-3 ans, vous regardez combien on a pris. Pour les subprimes, on avait pris entre 500 et 600 milliards d'euros de dette. Je fais le pari que ça sera bien de ce montant-là. Et puis après, on a eu toutes les petites secousses, comme dans les tremblements de terre, il y a des micro-secousses derrière. Le Ségur, 12 milliards par an. Là, on a des discussions sur oui, mais les autres populations, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas? Et l'hôpital. Donc là, on est en train de déverser à coût de 10 milliards d'euros. Le déficit cumulé de la Sécu 2020, 2021, 2022, 80 milliards. Et on prévoit, sur les 4 années qui suivent, 10 milliards de déficit par an. Sûrement optimiste. Donc, on voit qu'on est en train d'alourdir notre système de protection sociale avec un État qui nous, et je globalise délibérément, qui veut tout faire et qui considère pouvoir tout faire. Alors, d'ailleurs, quand on parle des assureurs privés, on dit les complémentaires pudiques. Hein. Privé, c'est pas un gros mot. On pourrait tout à fait utiliser le terme. Et rajouter à ça que l'évolution de notre société, notamment le vieillissement, fait que les besoins vont aller croissant. En santé, en retraite, en dépendance. Enfin, ça va tirer. Alors, on pourrait imaginer que ça élargit, alors, sans parler de masse assurable, mais ça élargit le champ naturel des assureurs en termes de justification économique par la solvabilisation de leur raison d'être, et puis d'autres. Bon, on pourrait imaginer. Ce que je pense, c'est que les pouvoirs publics ont besoin d'argent, qu'ils considèrent que nous avons les poches profondes. Alors quand on communique sur des ratios de couverture, taux de couverture de ratio de solvabilité, et qu'on dit, moi j'ai 250%, pour le grand public, c'est incompréhensible. Hein. 250%, certains jusqu'à 400 à une époque, qui avaient fait un petit peu de mousse. C'est vu de loin, et puis on parle de milliards, hein, de dizaines, voire de centaines de milliards. Et là, c'est vu par les pouvoirs publics comme ils ont de l'argent. En plus, ils sont mutualistes ou paritaires, et donc c'est le résultat de leurs excédents historiques. Et merci les gars, hein, on arrive. Hein, voilà. Alors, et en plus, ça fera pleurer personne, en dépit de tout ce que nous pouvons faire les uns et les autres en termes d'impact social, sociétal, environnemental, ça fait pleurer personne quand on tombe des assureurs. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans un angle mort aujourd'hui. Les assureurs responsables, comment on dit pour les autres? Tous. Voilà. Ils le sont tous, forcément. Et l'engagement social, sociétal et environnemental est une voie qui se tente. Alors, il y a une très belle une de la lettre de l'assurance de la semaine dernière. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à le faire. Vous verrez. C'est vraiment très très bien. Sur le sujet, pile sur le sujet, il faut faire quelque chose. C'est pas sûr que ça gagne, hein, mais ce qui est ma conviction, c'est qu'on reste dans l'angle mort. On va être un peu plus tendu tous les ans. Enfin, il diminue le petit truc comme ça. Alors, les déclarations d'intention suffiront pas. Les statuts suffiront pas. L'ADN historique suffira pas. Il faut, pour moi, aligner 3 piliers. Alors, il faut j'entends pour les acteurs de l'assurance, une volonté politique, une vision stratégique, et puis de l'exécution. Parce que si on n'exécute pas les intentions affirmées, ou si on n'est pas engagé suffisamment durablement, à la fin, les résultats ne sont pas perçus. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Parfait. Merci Jamel et merci à tous les trois pour la qualité et la complétude de vos réponses. Jamel, vous évoquiez à l'instant, bien loin de nos éclairages liminaires sur les millennials, la question du grand âge et du vieillissement de la population. C'est une question clé et importante également, et je voudrais qu'on s'y attarde, parce qu'au-delà des polémiques qu'on entend sur la qualité des soins dans les EHPAD, le pays tout entier se prépare à ce vieillissement de la population.
Certains centres géographiques, centres urbains en font même une spécialité. Je pense au sud et notamment aux mégalopoles niçoises et cannoises. Et pour autant, on se rend compte que ce type de centres sont justement d'autres épicentres des possibles risques climatiques et catastrophes à venir, des centres-villes, des centres historiques menacés et des lieux d'accueil aussi de ces populations plus âgées menacées. Donc la question que je voudrais vous retourner à tous les trois dans les différentes familles d'assurance que vous représentez, c'est quels sont les produits, quels sont les investissements qu'on peut imaginer pour cette population et pour le grand âge pour participer à cette transformation responsable des assureurs. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Peut-être commencer par un constat. Allez-y. Et puis, en termes de produits ou de solutions, on pourra avec Eric compléter sur une proposition commune. Vous avez raison, hein, là encore une fois on parle de transition, mais je pense qu'on est au-delà de la transition, c'est plus la transformation pour faire face à ce changement démographique. Le changement démographique est simplement le vieillissement de la population française, pas que française du reste. Pour s'en convaincre, quelques chiffres, les plus de 75 ans, nos aînés donc, représentaient entre 6 et 7% dans les années 90. Aujourd'hui, c'est 10%, et en 2040, ça sera 15%. Voilà. On est sur une progression qui est très forte. C'est 20 000 personnes qui rentrent en dépendance, donc qui perdent leur autonomie par an jusqu'en 2030. Et ce sera 40 000 à partir de 2030 jusqu'en 2040. On est face à un phénomène majeur. La perte d'autonomie, il y a des solutions, il y a des pistes. C'est pas que l'EHPAD que vous avez cité. Il y a aussi des solutions évidemment pour maintenir à domicile. C'est d'ailleurs ce que la plupart des Français demandent et réclament. Mais quand on les interroge, les Français, dans une enquête d'opinion qu'on avait menée l'année dernière, on s'aperçoit que c'est une préoccupation croissante. Un Français sur 5 confronté à ce type, pour lui, pour ses proches, confronté à ce type de situation, donc de perte de dépendance d'un proche, dit ne pas trouver de solution. 1 sur 5 aujourd'hui. 2 sur 5 disent « Oui, mais quand j'ai trouvé une solution, elle n'est pas satisfaisante. Enfin, en clair, elle n'est pas suffisante. » Et quand on interroge tous les Français, ceux qui sont confrontés à ce phénomène de perte de dépendance pour un proche, ou qui le seront peut-être à l'avenir, 2 sur 5 envisagent très clairement, pardon, c'est pas 2 sur 5, c'est 1 sur 2, la moitié, envisage de recourir à ses revenus ou à son épargne pour financer les coûts nécessaires à cela. Donc on voit bien que c'est un choc. L'entrée en dépendance, la perte d'autonomie d'un proche, c'est un choc familial, c'est un choc psychologique et en fait c'est un choc social également. Je vous ai cité quelques chiffres et notamment liés à l'impact, le coût financier. Le coût global de la dépendance en France est estimé à 30 milliards, un peu plus de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, c'est des coûts qui sont liés, ce sont des frais de soins, donc là, largement pris en charge, pour 12 milliards. Pour 11 milliards, ce sont des coûts liés à la dépendance, c'est-à-dire aide ménagère, par exemple, versement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Et puis, il y a pour le reste, ce sont des dépenses ou des coûts liés à l'hébergement. Bon. 30 milliards. Mais en fait, sur ces 30 milliards, il y en a un peu plus de 20% qui sont à la charge des familles. 20% à la charge des familles. Voilà, c'est énorme. Et encore, dans ces 30 milliards, on ne compte pas le temps, le travail des aidants. Rappelons qu'en France, aujourd'hui, il y a 11 millions d'aidants, 60% de femmes. 11 millions d'aidants. Mais le temps de ces aidants, évidemment, il n'est pas dans les comptes qui sont dressés, qui sont réalisés pour mesurer l'impact et le coût de la dépendance.
Alors face à ce phénomène, qui est un phénomène massif et qui, j'allais dire, croît d'année en année, donc le problème est réellement devant nous, il y a des solutions. Alors, historiquement, les assureurs avaient mis en place des solutions d'assurance dépendance. Des solutions où l'assuré cotisait et puis recevait une rente en fonction des cotisations versées s'il, à un moment de sa vie, entrait en dépendance. On s'est aperçu, les assureurs se sont aperçus que ces contrats d'assurance dépendance, en fait, avaient trouvé, entre guillemets, leur public, mais qu'en fait, n'était pas une solution globale, en tout cas pas suffisante, parce qu'aujourd'hui, c'est grosso modo 7 millions de contrats de dépendance. Bref, c'est un Français sur 10 voilà, qui est couvert par un contrat d'assurance dépendance. Donc on est loin de ce qu'il faudrait ou conviendrait, d'accord et on voit aussi que le nombre de contrats plafonne, c'est-à-dire que d'année en année, on a atteint une sorte de plateau et il n'y a plus de croissance en fait. Il y a une forme de renouvellement, mais il n'y a plus de croissance. Donc on voit bien qu'il faut aller au-delà. Et la création de la 5e branche, donc dédiée à l'autonomie, 5e branche de la sécurité sociale, on voit bien qu'au-delà de la création de cette branche, elle n'a pas apporté de solutions concrètes en termes de financement, en termes de solutions opérationnelles. Ou alors, en tout cas, si l'un d'entre vous y a vu une solution très concrète à ce problème, parlons-en et qu'il s'exprime parce que ça serait intéressant. Et donc c'est la raison qui a fait que nous avons souhaité, et d'ailleurs entre familles, c'est réfléchir à une solution globale pour essayer de traiter l'intégralité, ou en tout cas la très très grande majorité des problèmes auxquels les Français peuvent être confrontés. Mais je vais peut-être laisser Éric parler ou présenter cette solution commune. Oui, merci Franck. Comme Franck vient de poser le constat qui a amené la Mutualité française et France Assureur à porter ensemble une proposition, qui est une proposition de mutualisation large, de répartition solidaire, de faire en sorte que, en utilisant le canal de la complémentaire santé, pourquoi ? Parce que c'est 96% de la population qui a déjà une complémentaire santé, avec quelques euros supplémentaires, plus ou moins importants en fonction de l'âge à laquelle on décide la mutualisation. C'est un peu moins si on le décide à partir de 30 ans, c'est un peu plus si on le décide qu'à partir de 50 ans. Donner la possibilité de couvrir l'ensemble de la population pour les situations de dépendance les plus lourdes, en GIR 1 et 2, et de faire en sorte que ces personnes, leurs familles, puissent être accompagnées par une rente qui permette de diviser par 2 le niveau de reste à charge moyen que ces familles supportent aujourd'hui. Franck rappelait, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros à la charge des familles aujourd'hui. Si on le ramène à l'échelle individuelle, pour des personnes en GIR 1 et 2, le reste à charge moyen, il est de l'ordre de 12 000 euros. Si on a le reste à charge en santé le plus bas d'Europe, grâce à la complémentarité entre les complémentaires santé et l'assurance maladie, en matière de dépendance, le reste à charge, il est extrêmement élevé. Par cette solution, par répartition solidaire, ça permet de changer totalement d'échelle par rapport aux 7 millions de personnes aujourd'hui couvertes, soit par des contrats de mutualisation de ce type, soit par des contrats de capitalisation. C'est de couvrir l'ensemble de la population et donc de répondre à l'échelle à la problématique sociétale à laquelle on est confronté. D'ores et déjà 1 200 000 personnes qui sont frappées par la dépendance. Demain, les perspectives 2040-2050, c'est un doublement de cette population. Donc ça veut dire toutes les familles touchées, une fois, plusieurs fois, etc. etc. L'avantage de cette solution, outre la solvabilisation par une rente en dépendance,
c'est aussi de dégager aussi des moyens en termes de prévention, parce qu'il faut aussi prévenir la perte d'autonomie, repérer de manière plus précoce les vulnérabilités pour éviter que les gens n'aillent inexorablement vers la dépendance, ou en tout cas le retarder le plus possible quand c'est possible. Aider les aidants. Franck rappelait aujourd'hui 11 millions d'aidants. S'il n'y avait pas ces 11 millions d'aidants, le coût de la dépendance serait augmenté de 25%, soit 7,5 milliards de plus, parce qu'il faudrait trouver, et on le sait aujourd'hui avec la crise d'attractivité des métiers de l'humain et de l'accompagnement, toute la difficulté que l'on a à recruter, que ce soit au domicile comme en établissement. Donc on a un enjeu, là c'est l'intérêt collectif, l'intérêt de la société d'aider les aidants, qui plus est, ils souhaitent rester aidants, mais ils ont besoin à certains moments d'avoir du répit pour pouvoir simplement souffler, etc. Donc c'est comment construire toutes ces solutions. Et puis c'est aussi réfléchir à comment apporter des réponses pour que les personnes, bien qu'en situation de dépendance, puissent mener leur projet de vie comme elles le souhaitent le plus longtemps possible. Et là, on a un enjeu, c'est le virage domiciliaire. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont d'ores et déjà engagés autour du logement santé, autour des habitats mixtes, habitats partagés, habitats intergénérationnels, etc. Il y a des solutions innovantes qui ont été développées autour des cités des aînés. Et sur tous ces sujets-là, de nombreuses mutuelles, groupes mutualistes, sont engagés pour développer des réponses, quelquefois à l'échelle expérimentale, quelquefois à l'échelle plus du tout expérimentale, mais commencer à avoir des modélisations en capacité d'être dupliquées, répliquées, étendues et généralisées. Et ça participe aussi d'apporter des réponses durables qui vont être absolument essentielles. Mais plus globalement, on a un enjeu en termes de prévention, j'en parlais tout à l'heure, mais qui est essentiel. On parle de relèvement d'âge de la retraite, qu'on verra, les arbitrages devraient être rendus cette semaine sur la modalité dans laquelle cette évolution se fera. On aura peut-être une idée si c'est 63, 64 ou 65 ans, mais quelles que soient les décisions qui seront prises, avant de relever l'âge de la retraite, il y a un sujet fondamental dans notre pays quand même, c'est l'espérance de vie sans incapacité, qui est quand même extrêmement faible par rapport à notre espérance de vie totale, qui est bonne parce qu'on a une médecine technique, une prise en charge de soins qui est de haute qualité, un engagement de professionnels excellent, mais l'espérance de vie sans incapacité est que de 63 ans pour les hommes, 64 ans et demi pour les femmes. Donc relever l'âge de la retraite en ayant une espérance de vie aussi sans incapacité aussi basse, ça veut dire transférer sur la prévoyance un certain nombre de dépenses à venir, et c'est mettre les personnes dans des situations compliquées. Donc on voit que l'enjeu de la prévention tout au long de la vie, sur la qualité de vie au travail, sur les conditions de vie, les conditions de travail, sur l'accompagnement vers la deuxième, troisième carrière, ça va être aussi les sous-bassements d'une prévention, on va dire, du dernier âge de la vie, de la retraite et du troisième, du quatrième âge. Tous ces éléments-là vont être un continuum absolument indispensable. Les consultations aux âges clés de la vie qui sont envisagées, c'est une première étape. Ça ne suffira pas. Il faudra aller bien au-delà. Et le rôle des complémentaires dans le financement de ces rendez-vous prévention est essentiel. Et au-delà, si on veut faire du aller vers et éviter que ça soit un nouveau levier d'inégalité, il faut que les complémentaires puissent jouer leur rôle plein et entier pour orienter vers ces consultations, pour les prendre en charge, et au-delà pour structurer des parcours en fonction des préconisations, des prescriptions qui seront faites. Merci. Et c'est à ce seul prisme qu'on pourra avoir un vrai virage préventif et faire en sorte que, bien qu'il y ait le vieillissement de la population, eh bien notre système solidaire reste soutenable.
Merci beaucoup Eric et merci à vous Franck pour cette remarquable initiative conjointe et ces propositions. Jamel, peut-être en 3 minutes, et je suis désolé de cette contrainte, mais on est pris par le temps, votre vision sur comment mieux vieillir et le rôle des assureurs en la matière. Alors je vais aussi vous présenter une initiative remarquable, enfin de mon point de vue, sur le bien vieillir qui s'appelle Cette famille. Alors il se trouve que j'ai rejoint une jeune entreprise qui entend lutter contre l'isolement des personnes âgées en perte d'autonomie. On fait plusieurs choses. On fait du conseil dans l'accompagnement des aidants, justement, pour bien comprendre comment se présente la situation et quelles sont les solutions d'habitat qui s'offrent à eux et de services. Et puis on les accompagne vers des solutions alternatives à l'EHPAD. Et puis on construit des maisons dans un schéma de colocation aux seniors, donc personnes âgées qui vont vivre ensemble dans une maison qui est sécurisée et accompagnée. Et on leur Par cette action, nous leur donnons le droit de choisir leur habitat de leurs dernières années, ce qui nous semble être un devoir vis-à-vis d'eux. Je crois que le ministre de la Santé, la semaine dernière, a dit « c'est notre devoir vis-à-vis des aînés ». Alors Franck disait tout à l'heure, la démographie, elle est déterminante. C'est aujourd'hui 10% de la population qui a plus de 75 ans. Donc on est à 6,6 millions. En 2030, on va gagner 2 millions. Et en 2040, on va encore en gagner 2 millions. Donc, c'est des plus de 75 ans qui vont vieillir de plus en plus, avec un état de santé qui sera ce qu'il est. Voilà, plus on avance et plus il se dégrade. On a 600 000 places en EHPAD, pour vous donner l'ordre de grandeur. Hein. Et l'EHPAD n'est pas une solution absolue. L'EHPAD est adapté à des personnes qui ont des problèmes de santé graves. Mais pour ceux qui ont le problème d'isolement, ce n'est pas l'EHPAD. Et ce n'est pas non plus le maintien chez eux pour tous. Parce que chez eux, le sujet de l'isolement, notamment dans les territoires, il reste prégnant. Et donc, on a... Alors, je ne suis pas là pour vendre cette famille, mais je suis là pour encourager ce type d'initiative qui répondent à un vrai besoin sociétal. Il faut trouver à peu près 10 milliards d'euros par an à partir de 2030. C'est le rapport Libaud, 8, 9, 10. Pour l'instant... la CNSA s'est structurée, mais on n'a pas trouvé d'argent. On voulait taper dans la CADES. Puis il y a eu le Covid, manque de peau. Alors le mur, il est toujours là où il est. Hein. Si on se rappelle que le baby-boom commence en 45, si on considère que 80 ans, je fais un calcul simple, il y a des actuaires, ils m'en voudront pas, à 80 ans, commence à se poser des questions de perte d'autonomie, c'est 2025 la cote. Hein. Donc elle est devant. Elle est encore devant. Quand on voit ce qui s'est passé tous les mois qu'il y a eu autour d'Orpea, le sujet, il va falloir qu'on s'en occupe, et le on est collectif, pouvoir public et complémentaire. Et les estimations de coûts n'intègrent pas les coûts cachés. Franck en parlait tout à l'heure, le temps de travail des aidants, la charge psychologique et l'état de santé des aidants, il va y avoir ça, le développement des services, le développement des métiers du care, et de l'accompagnement, la construction de logements, tout ça, c'est pas dans les estimations chiffrées. Hein. Donc, on a devant nous un vrai sujet sociétal sur lequel les assureurs peuvent se positionner. La proposition faite par France Assureurs et FNMF me semble être, si ce n'est abouti, une belle initiative parce que ça propose quelque chose. Laure est là, je répète, alors combien j'estime cette proposition. Pour l'instant, l'État n'a pas fait sa part. Pour l'instant, l'État n'a pas fait sa part. Et dans la structure de la protection sociale française, tant que l'État n'a pas posé le socle, on ne va pas construire les murs et poser des portes. Hein. Il faut qu'ils fassent leur part. Donc, on va continuer à œuvrer. Alors, là, je me remets dans la famille des assureurs. Le premier rôle de l'assurance, c'est quoi? C'est solvabiliser. C'est créer de la capacité financière pour financer un service. Donc ça, on le fait. Alors évidemment, personne ne le voit. Je vais dire comme ça, je vais être un peu caricatural, beaucoup caricatural. Nos pouvoirs publics ne voient pas la contribution des assureurs économiques de la solvabilisation. On parle de milliards d'euros concrets de valeur. Hein. Alors, ça ne suffit pas, il faut créer des services derrière. Et c'est en ça que nous avons un devoir d'innovation et d'aller sur des services qui ont de la valeur ajoutée sociétale, parce que c'est celle-là qui va nous permettre de mieux faire comprendre notre contribution à la société. Et je disais tout à l'heure qu'une des difficultés, je suis dans mes 3 minutes, il m'en reste une, merci. Non, mais je l'ai vu bouger comme ça, je me suis dit, il va me couper, donc j'ai pris le temps. C'est un métier, hein, c'est un métier. Et je disais tout à l'heure, l'exécution est essentielle.
C'est-à-dire qu'on voit bien la difficulté qu'ont les assureurs à créer des services. Alors, c'est pour ça que j'ai rejoint cette famille. C'est pour créer des services à l'extérieur et de remonter vers le monde de l'assurance que je connais bien. Et je pourrais, à une autre occasion, si vous m'invitez, partager avec vous, illustrer avec vous les difficultés opérationnelles d'exécution et des désalignements entre la vision stratégique que j'évoquais tout à l'heure, la volonté politique et le désalignement dans les services qui crée des difficultés à faire aboutir des services tellement essentiels. Impeccable, merci beaucoup. Je vais vous proposer de remercier et d'applaudir très chaleureusement nos 3 invités pendant cette table ronde pour leur brillant éclairage. On va démarrer désormais la partie conclusive de cette matinée. La première sous-conclusion, je vais la proposer à Nicolas au bout de cette table ronde sur le chantier que nous avions. Quels sont les défis peut-être que l'on retient pour ces grandes familles d'assurance ? Merci Jean-Baptiste et merci à tous les trois. Surtout, alors pour conclusion, avant de parler des défis, déjà les actions qui sont déjà en place, moi ce que j'en retiens, c'est finalement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà, qui ont déjà été mises en place, avec un intérêt et un besoin maintenant de les mettre peut-être en avant auprès des clients consommateurs. Et le deuxième niveau, c'est vous qui le disiez juste avant, Franck, c'est que finalement vous êtes aux premières loges en ce qui concerne l'identification claire de l'évolution de la société et de l'environnement, des sujets d'environnement, avec 3 défis majeurs maintenant. Comment transitionner, passer cette transformation interne pour permettre à l'engagement social et environnemental d'être au cœur de la stratégie. Point 2, qui avait été évoqué par vous, Eric, finalement, comment valoriser les engagements qu'on a déjà pris et comment les mettre en valeur. Et point 3, comment avoir un impact, sujet qu'on a moins évoqué, mais finalement, comment je mesure l'impact dans les engagements que je prends, les impacts économiques et les impacts sociaux au niveau local et au niveau national. Donc, sur les sujets, très rapidement, sur les sujets prioritaires, la santé et l'environnement restent toujours en tête avec la question du pouvoir d'achat, mais restent toujours en tête dans les préoccupations des Français. 91% des salariés estiment que la transition écologique devrait être une priorité, ou du moins plus importante au sein de l'entreprise, donc le chiffre est quand même énorme. Et pour finir, quelques tendances qu'on peut voir et sur lesquelles on est pas mal interrogé chez Purpose auprès de pas mal d'entreprises. Pour ceux qui souhaiteraient, alors bien sûr il y a déjà des actions qui ont été mises en place, mais aller un cran plus loin pour suivre l'évolution de la société, il y a finalement 3 choses à avoir en tête. Le premier, c'est quand je parle d'engagement social environnemental, étant donné votre nature, de votre métier, comment trouver et identifier des actions concrètes qui se rapprochent de votre cœur d'activité, de votre activité économique et qui fera écho auprès de vos collaborateurs internes ou externes. Le deuxième levier, c'est comment imaginer finalement une communication responsable. On en parle de plus en plus, mais au-delà, ou en tout cas en complément de la communication traditionnelle, accès produits et services, comment aussi, et en se différenciant aussi de la communication institutionnelle pure, comment je communique de manière responsable. On sait que la communication a un pouvoir fort auprès de ceux qui la reçoivent pour pouvoir changer leur perception. Et troisième levier, après le changement des perceptions, c'est le changement des comportements. On l'évoquait, je reprendrai la formule de Catherine tout à l'heure, qui était la bascule entre l'individuel et le collectif, et ça fait totalement sens, puisqu'aujourd'hui, l'idée, au-delà de s'engager en tant qu'assureur ou secteur ou entreprise sur des sujets socio-environnementaux, c'est comment je crée un mouvement pour aussi encourager l'ensemble des parties prenantes, clients, consommateurs, partenaires, internes, externes, pour pouvoir s'engager sur ces sujets-là. Merci Nicolas et merci encore à tous les 3. On va céder notre place, je crois, à Mathieu Dougados pour la conclusion de la matinée. Mathieu est directeur général de Capgemini Invent France et président du Country Board de Capgemini.